Madame, Monsieur, bonjour. Une nouvelle, pas version, une nouvelle édition du kiosque avec mes amis habituels. Monsieur Galion qui est pressé ce soir. Eh oui, cher ami. On va faire vite, hein, on va faire ça en 55 minutes, vite fait, bien fait. Le progressiste, Daniel Compère. Tu n'es pas spécialement pressé. Pas de chorale, pas de choses, on doit sentir stressant, on est bien. On est là entre amis, on va voir l'actualité. Parce qu'il y a un haut niveau de stress dans le monde, vous savez ça? C'est tout à fait vrai. Justice. Mais justice, bon, j'ai le comité de rédaction de justice, les camarades m'attendent, mais enfin bon. Alors, ce que vous voulez mettre attention à ton comité de rédaction, on ne sait jamais, c'est dans un comité de rédaction qu'il y a eu une attaque. Voilà. Mais ils n'utilisent pas le crédit. Non, mais on est jeudi. Non, ils utilisent le capital, le Karl Marx. Tout à fait. Ça, c'est moins dangereux. C'est la Bible. C'est moins dangereux. Avez-vous une obligation haute ce soir? Un cocktail, quelque chose comme ça? Une modalité? Non, je suis une modalité. Tout à vous. Messieurs, d'emblée, avant qu'on entre dans le stress, l'euro revient à son niveau de création, une première depuis 10 ans. Il passe sous sa première cotation, il tombe à 1,17 par rapport au dollar, naturellement. Et depuis mai, il est en chute quasiment libre. Il a subi une baisse de 15%. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, enfin, l'Europe va prendre des décisions pour se battre contre la déflation. C'est bien ça. Déflation. Oui. Et que donc, par là même, le marché, c'est quoi le marché? Monsieur le marché, je ne sais pas si c'est... Le marché anticipe un petit peu, ce qui fait que cet euro revient à une valeur qui permettra peut-être de doper les exportations françaises. C'est une proposition que je fais comme ça, parce que c'est vous les économistes. Et notamment d'éponger une petite partie du déficit français. Voilà, ouais. Alors bon. La dette, quoi. 2 mots là-dessus, parce qu'on a tellement de choses à voir. Mais c'est quand même important, c'est quand même la monnaie qu'on utilise, vous ne pouvez pas passer sur ça, vous comprenez? Non. 2 mots, hein. C'est positif et négatif. Ouais. C'est positif parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est un euro avec une parité plus correct par rapport au dollar, ça favorise les exportations, donc ça peut permettre, on estime 0,5-0,6% de PIB de plus. Bon, c'est toujours bon à prendre. Bon. Plus la baisse du pétrole, du cours du pétrole qui diminue le coût de certaines matières premières, mais qui renchérit le coût. Parce que la baisse de l'euro renchérit par contre, paradoxalement, le coût de certaines autres matières premières. Attention. Donc, mais surtout, ce qui est dangereux, ce qui peut être dangereux, c'est que la politique de ce qu'on appelle le QE, quantitative easing, c'est-à-dire d'augmenter le bilan de la BCE et de faire de la monnaie papier au niveau européen et de racheter les dettes souveraines des États, ça peut aussi à la fois éponger les dettes, ça c'est vrai, ça peut éventuellement relancer l'investissement, et on l'a déjà vu, chaque fois qu'on augmente le bilan de la Banque Centrale Européenne, ça peut aussi réamorcer la spéculation internationale sur les matières premières, etc. Donc les banques peuvent garder l'argent pour racheter, pour garder les fonds européens pour spéculer et faire remonter en partie artificiellement les taux. Voilà. Alors, on va lier à ça que les États-Unis ont levé les restrictions sur leur propre production de pétrole, puisque technologiquement, ils sont à même de produire du pétrole de schiste. Ce qui fait que leur capacité de production est la suivante. D'abord, ils deviennent le plus grand fabricant de pétrole du monde. Devant les pays du Golfe Persique. Absolument, devant l'Arabie Saoudite. Je vais donner les chiffres, on va bien voir rapidement. Ils devraient exporter 1 million de barils et en produire 12 par jour. Tout à fait. L'Iran, pour comparer, produit 1,5 million de barils par jour. Il exporte à peu près ça, parce qu'ils n'ont pas de besoin énorme à l'intérieur. Ça signifie que les prix du pétrole vont continuer à baisser, alors que les États-Unis sont déjà en concurrence avec d'autres fabricants. Ça veut dire que Russie, Arabie Saoudite, les pays du Golfe, cartel, Venezuela. Du Venezuela, boum, voilà. Et certaines dictatures, ce qui est plaisant. Bon, c'est vrai que les pays émergents qui vont prendre du plomb, ça nous embête, mais que certaines dictatures vont être un peu plus embêtées, alors que des pays comme le Canada, le Brésil, le Mexique, le Nigeria, il semblerait-il, je ne sais pas comment et pourquoi, il faudra creuser ça, même le petit Israël viendrait participer à la vente de pétrole. Exact.
Ça veut dire que l'ère du pétrole arabe est terminée et que donc les choses devraient changer. Mais je ne sais pas, parce que quand ça change, en décalage d'inflation, quand les prix diminuent, en décalage d'inflation est dangereux, vous les économistes, vous avez le chic pour ne rien pouvoir nous expliquer. Toujours nous. Non, il faut voir l'économie non pas comme quelque chose qui a un début et une fin, mais comme une balance. Voilà. Positif, négatif. C'est-à-dire que c'est un équilibre. Voilà. L'économie, c'est un équilibre. C'est pas je commence et je finis. Et un équilibre fragile. Et une balance, ça n'a pas de fin. On imagine bien que ça dépend de ce que tu poses sur le plateau. Ça joue en permanence. Voilà, exactement. C'est comme ça l'économie. C'est pas... Ce qui permet par exemple aux économistes d'avoir toujours raison. Enfin, d'une manière ou d'une autre, ça dépend de quel côté du fléau, c'est ça? Oui, le fléau. Le pétrole bon marché, c'est un effet négatif, c'est les énergies renouvelables. Ouais. Ça rend les énergies renouvelables moins rentables. Et ça développe les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est l'effet négatif. Bon, et puis... ma grand-mère, mais oui, ça fait. Bon. C'est un des effets négatifs. Ouais. Ok, tout ça est passionnant, mais il faut qu'on revienne à l'actualité. Voici ce qu'a dit M. Valls. Vous allez commenter. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical, mais pas contre une religion. Pas en guerre contre l'islam et les musulmans, et d'autant plus que l'islam, on va voir les chiffres tout à l'heure, est la deuxième religion de France. Elle a toute sa place en France. Commentaire, M. Gagnon. Oui, sommes-nous en guerre ou pas? Il y a un phénomène de guerre, il y a un phénomène qu'on ne peut pas négliger, qui en fait a explosé à la figure de tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, sur la structuration de la représentation religieuse, la religion catholique a une structuration qui fait qu'il y a une autorité, qu'elle soit ecclésiastique ou autorité administrative. La religion juive a une autorité religieuse. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, mais il y a une autorité religieuse plus une structuration. Une structuration. Les protestants, la même chose. L'islam, on a essayé d'organiser un islam français. En clair, il y avait, avant un petit peu que les salles de prière, les mosquées se multiplient, il y avait une autorité reconnue religieuse musulmane en France, c'était le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Et puis, il y a eu d'autres imams qui sont arrivés, il y a eu d'autres lectures, on va dire, du Coran, et il y a eu des associations et des structures musulmanes qui se sont installées. Et c'était, je crois, le ministre de l'Intérieur d'époque, qui est le ministre de l'Intérieur, rappelons-le, qui est le ministre des Cultes. Non, monsieur, c'était M. Sarkozy. Oui. C'est M. Sarkozy qui a installé le conseil représentatif du culte musulman en France. Exact. Là, il y a eu, c'est un système démocratique, mais il a fallu structurer et donner une représentation à la pratique de l'islam en France, la religion musulmane. Pour autant, cette structuration n'a pas empêché que l'évolution des lectures et de cette religion, ou des revendications au nom de cette religion, dans les pays musulmans en majorité, Al-Qaïda. Eh bien, ces groupuscules ont une influence, ont commencé à chercher des enracinements, des petites racines un peu partout dans le monde, en Europe et en France. Et c'est contre ça que la France est en guerre. Mais la France est en guerre comme d'autres pays. Ceci étant, en France, elle a un terreau. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de Français, de jeunes Français. On va y venir. Pas forcément d'origine maghrébine ou ayant une culture religieuse musulmane. Elle a un terreau où beaucoup de ces jeunes partent aller se former. Et la guerre, elle est là. Vous avez quelque chose de plus à ajouter sur ce point, parce que je vois qu'il a... Oui, le chiffre, je voulais le donner. Ouais. Sur 1000 jeunes Français, Français, passeport, carte d'identité française. Naturalisé ou non. Ou non. Partant faire le djihad, il y a 250 Français qui sont d'origine caucasienne, c'est-à-dire non arabe ou non noir. Il faut vraiment, faut vraiment le dire. Ce ne sont pas des Levantins. Non. Ouais. Alors, Ayman al-Zawahiri, le chef du réseau terroriste d'Al-Qaïda, a déclaré en ce qui concerne au Yémen. Al-Qaïda au Yémen. En ce qui concerne la sainte bataille de Paris, nous, l'organisation d'Al-Qaïda du
du djihad dans la péninsule arabique, revendiquant la responsabilité pour cette opération comme vengeance pour le messager de Dieu. Ça fait feu, ça fait froid au dos. Déclare Nasser bin Ali al, ainsi que il s'appelle Nassi bin Ali al-Ansi de la branche yéménite d'Aqpa, dans une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube. Ouaziri, c'est le patron d'Al-Qaïda global, hein, attention. Oui. Voilà. C'était l'adjoint de Ben Laden. Ouais. Commentaire à part ça? Bon, je voulais revenir sur le terme de guerre, parce que la semaine dernière, j'avais bien dit, employer ce mot-là. Il s'agit, à mon avis, d'une guerre globale. Une guerre globale. Alors ça, c'est une branche de la guerre. Mais c'est la guerre au sens sanguin du terme. Mais il y a bien d'autres guerres qui se mènent. On retient ce mot, hein, une guerre globale. Oui, c'est une guerre globale. On va en parler tout à l'heure sur ce qui se passe à l'heure actuelle au Nigeria et tout ça, si vous voulez. Oui, tout à fait. Hein? Alors, record historique depuis la libération, près de 4 millions de manifestants, toutes les villes et tout. Quelques chiffres, 1,5 million de personnes au mondial de football de 98, 3,5 millions de personnes contre la réforme des retraites en 2010. Les 3 millions et quelques de personnes manifestants, c'était dans toute la France. Dans toute la France. Oui. Le 1,5 million coupe finale, c'était à Paris. Tout à fait d'accord. 3,5 millions de personnes, chiffre des assistants, 1,2 million de la police, pour la réforme des retraites. Et plus de 10 000 personnes dans les Outre-mer. Voilà, grosso modo, ce que ça a représenté comme chiffrage. Je pense que c'était bon de le dire, pas de commentaire particulier. Mais quand même, on va se pencher sur les chiffres de l'Outre-mer. Ça, c'est intéressant. 250 à Cayenne, une centaine à Saint-Laurent, 500 en Martinique, 5 000 en Guadeloupe. 500 en Martinique 500 en Martinique, 5 000 en Guadeloupe. Le dimanche. Le dimanche. Il faut calculer les différentes manifestations. Je parle du dimanche, mais les chiffres que j'ai cités plus haut, c'était les chiffres aussi du dimanche. Mais la Martinique, si on ajoute le jeudi, ça fait plus de 1000 personnes. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu d'autres jeudis là-bas. Là, j'ai des chiffres un jour, 500 en Martinique, peu importe, même si ça fait 1000, il y a eu 5 000 en Guadeloupe. C'est pas un label de civisme. Voilà. Mais et dans l'outre-mer, il faudrait ajouter la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. Oui, je peux te dire. 5 000 en Guadeloupe, 3 000 à Saint-Pierre-et-Miquelon, 600 à Mayotte, 4 500 personnes à La Réunion, des centaines à Papeete, ça veut dire qu'il n'y a pas le chiffre, 4 000 à Nouméa. 4 000 à Nouméa. Les scientifiques se sont roulés, se sont allongés dans la neige et fait un message. Nous sommes Charlie avec leur corps couché. Ils ont fait photographier et puis ils ont envoyé ça. En Terre Adélie. Ah non, pas dans la neige de Nouvelle-Calédonie. En Terre Adélie, en Terre Adélie, c'est eux. Prononcez, messieurs. Si les pingouins ont manifesté. Les pingouins ont manifesté debout. Voilà. Alors, voilà les chiffres que j'ai pour l'outre-mer. OK. Alors, la question, est-ce que c'est cette union qui fait la France? Tout le monde s'est senti français? Parce que les chiffres sont quand même importants. Moi, je ne trouve pas que les chiffres sont importants pour l'outre-mer. Oui. Quand tu compares, fais le ratio rapidement. 400 multiplié par 150. Ouais. Bon. Ça fait 1 million. Ça fait 1,5 million. C'est comme s'il y avait 1,5 million de personnes. En fait, 10 000, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Bon. Moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que ces manifestations, c'est une protestation contre le terrorisme, c'est l'émotion, c'est l'indignation. C'est le rejet du fanatisme religieux. C'est aussi quelquefois la peur. La peur. Bon, outre-mer. C'est ça pour moi, la peur. La peur. Parce que outre-mer, il se trouve que, si on prend la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane, entre un tiers et un quart de notre population vit en France. Oui. Et il n'y a pas une famille dans notre pays qui n'a pas un ou plusieurs membres. Oui. Surtout en France. Donc, les gens se projettent sur cette situation. Ils se disent, ce qui a pu arriver à Claricia Jean-Philippe peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Moi, j'ai des fils, en France. Et ils peuvent se trouver dans le métro. Et un fou ou une folle peut se faire exploser avec une ceinture d'explosifs. Donc, c'est cela, d'abord. Bon. Une façon d'exorciser la peur. Bon. Mais ça vaut aussi pour les 3,5 millions de Français. De Français. Alors, pour les Français, il y a autre chose. Mais je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, il y a autre chose. On ne fait pas le secret. Il y a autre chose. Il y a aussi
à mon avis, une grande méconnaissance dans le public des problèmes posés, me semble-t-il. Et puis, il y a eu aussi de la part de certains chefs d'État, je pense aux représentants de la Turquie, d'Israël, ou de certains... Non, n'insultez pas la population. Non, mais c'est leur politique, on s'en fout de leur politique. Non, il y a eu une tentative de récupération. Oui, ben alors, bon, c'est tellement évident, manifeste. C'est comme si tout le monde dit que comme si quand dit Michel Brochet est un homme. Viril et puissant et fort. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi tu leur dit, mais non, allons parler de choses. Alors, mais ceci dit, ce qui me semble le plus important, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, d'accord. Alors, attends. Bon, alors, on continue. C'est ça. Alors, on continue. Alors, suivons mon filet, parce que j'ai un petit filet. Hein, sinon, ça va partir de partout. Alors, ma question est... alors, il y a eu 17 morts, c'est ça? Oui. Et puis des blessés. Ma question est la suivante. Est-ce qu'à votre sens, tout le monde devrait être Charlie? Est-ce que celui qui dit « je ne suis pas Charlie », il était convenant? Voilà la question, très précisément. Dans la période où nous sommes, je crois qu'on avait déjà dit ça la semaine dernière. Dans la période où nous sommes, la manif. Non, nous sommes dans la période d'émotion, la période de compassion. Et il en faut. Donc on est Charlie. Donc, à mon avis, on ne peut pas ne pas être Charlie. Galion, tu es Charlie. Même si on n'est pas d'accord. Je suis dedans du Charlie, que le mot Charlie, c'était au moment où c'était la rédaction de Charlie Hebdo qui était assassinée. Étant journaliste, oui, je me sens Charlie. On va en parler de ça, si c'était des journalistes ou si c'était des militants ou des combattants. Bon, ça vient là tout à l'heure dans mon argumentaire. Je vous ai concocté. Il a préparé son truc là. Il est en train d'essayer de nous amener sur un truc. Absolument. Donc je le vois arriver. Oui, mais c'est ça une émission, c'est pas cette quoi. Michel, est-ce que tu es Charlie? Je suis contre l'assassinat de journalistes, je suis contre le terrorisme. Je suis Charlie, je suis juif, je suis Clarifia Jean-Philippe, je suis contre toutes les victimes innocentes de ce que tu appelais une guerre. De cette tuerie. Et je suis aussi contre la haine et pour l'amitié entre les peuples. Et puis je suis pour tirer les leçons, les vraies leçons de ce qui s'est passé. On va continuer. Voilà. Marie-Jo, êtes-vous Charlie ou pas? C'est un interrogatoire de police avec des spots dans les yeux. Oui, moi j'aime bien cette idée de donner la parole à tous ceux qui sont pour ou contre. Et c'est même l'essence même de la démocratie. Moi je suis Charlie. Je l'ai dit la dernière fois de manière très, très forte, parce que non pas pour défendre la liberté d'expression, mais pour dire la chose suivante. À qui le tour? Ouais. Parce que, en fait... on commence comme ça et puis après voilà, ça continue. Là, on a tué des journalistes. Après, qui on va tuer? Les Chabins. Après les Chabins, après les mulattes, après des... après les gens de Saint-Pierre. Alors, c'est là qu'on a peut-être quelque chose à partager avec les gens qui s'interrogent ou qui ont tendance un peu à dériver en disant mais ils ont peut-être raison. Il y a des gens, autour de moi, il y a des gens qui disent ouais mais bon, ils ont mérité ce qui leur est arrivé, les théories sont peut-être... On peut comprendre les théories. Alors moi je dis la chose suivante, la prochaine fois ça va être qui quoi? Ok. Attends, je voudrais quand même rappeler une chose. L'idée que l'émotion ne doit pas être prisonnière du statut social ou de la position géographique des victimes. Il y a des mecs qui sont entrés dans une école au Pakistan et qui ont tué 110 enfants. Ok, voilà. bon alors... Alors imaginez des mecs rentrant dans un lycée parisien et tuant 110 gosses. Tu vas trop. Alors là, frère... Tu vas trop vite dans le Je suis désolé. Le déploiement du réseau. Alors, je vous dis... Alors,
Alors, pour ceux qui ont participé à ce défilé, être Charlie, ça voulait dire je suis membre d'une équipe rédactionnelle, il y a des barbares qui viennent et qui me tuent, je me projette, je suis Charlie, donc je suis Charlie Hebdo, si on prend les choses à la lettre. Hein. C'est plus que de la compassion, parce que la compassion, je reste devant ma télé, je prie, j'égrène mon chapelet ou je lis le Coran, parce que je suis un musulman éclairé. Donc je me projette dans des personnes qui menaient un combat. Mais quel combat ils menaient Est-ce que le combat de Charlie, c'est ton combat de journaliste? C'est ton combat, c'est ton combat. Alors c'est sûr qu'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord. Il luttait contre la bêtise ambiante, la pensée unique. Encore que lorsque je sors un petit peu de dérive, je vois que vous faites et que vous m'empêchez de sortir de la pensée unique. Je remarque, c'est parfois. Hein. Je dis, bon. Et Charlie, c'est pas partager. Le conformisme. C'est pas partager la ligne de Charlie. Voilà. Être Charlie, c'est pas approuver et être d'accord avec ce qu'il faut. Être Charlie, c'est défendre une idée. Mercredi, 11 personnes sont tuées dans la rédaction de Charlie Hebdo. Ouais. Le lendemain, une policière se fait tirer parce qu'elle a un uniforme policier. Ouais. Dans le dos. Dans le dos. Le samedi, un hypermarché cachère est attaqué par un homme qui tue des gens parce qu'il se trouve dans un hypermarché cachère. Des petits détails. Notre compatriote Clarissa Jean-Philippe, policière, en faction devant une école juive, réglant la circulation par rapport à un accident automobile, se fait tuer devant cette école juive. Elle a peut-être sauvé des enfants. Elle a peut-être sauvé les enfants. Oui. Parce que lui, il avait... Être Charlie, c'est pas être d'accord avec le journal. C'est marquer une adhésion à un idéal. L'idéal passe par le vivre ensemble, passe par la fraternité, passe par un certain nombre de choses et passe par des libertés. Définis-moi la liberté d'expression. Oui. Définis-moi ta liberté d'expression. Le juridique, on va dire la liberté d'expression. En tant que journaliste. Oui, mais attends, le journaliste, la liberté d'expression. Tu peux filer dans mon cadre, donc je suis à l'aise. Oui, mais attends, ça va. Et tu le dis, alors restez dessus. Oui, non, mais je continue à développer. Mais ma liberté d'expression n'est pas la tienne. Mais ma liberté d'expression ne doit pas empêcher la tienne. Et la tienne ne doit pas entraver la mienne. Mais est-ce qu'une liberté d'expression peut être insultante? J'ai parlé de liberté d'expression. Ma liberté d'expression n'est pas l'insulte. Voilà. Ma liberté d'expression n'est pas l'injure. Parce que j'ai quelque métier pour lequel je suis payé. Il y a des lois qui limitent un certain nombre de choses. Tout à fait. D'accord? L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 qui proclame que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble l'ordre public établi par la loi. Et l'article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. C'est sûr. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans des cas déterminés par la loi. Et si la loi n'a pas prévu que la sensibilité des communautés, la sensibilité religieuse des gens, la sensibilité des peuples puisse être touchée par ta liberté. Là, tu as ouvert la boîte à Pandore. Oui. Non, moi je ne suis pas d'accord. Non, il a ouvert la boîte à Pandore. Il n'a pas ouvert. Il a la réponse. Sensibilité religieuse. Non, il n'a pas à ouvrir quoi que ce soit. La réponse est là. Si quelqu'un n'est pas content de la façon dont tu as exprimé ton opinion, de la façon dont tu l'as dessinée, eh bien, il lève le doigt, il va voir un avocat, il porte plainte contre toi. C'est ça qu'il a le droit de faire. Mais il n'a pas le droit de rentrer chez toi. On n'a pas dit ça. Non, mais attends. Tu as dit la chose. Non, tu as dit une chose gravissime. Tu as dit une chose gravissime. Tu as dit, et si la loi n'a pas tenu compte de la sensibilité? La loi a tenu compte de la sensibilité. Si tu te sens attaqué dans ta chair parce qu'on a insulté ta représentation, tu lèves ton doigt et tu dis, messieurs, je porte plainte. La loi le prévoit. Et si tu es un démocrate, tu acceptes, on l'a dit la dernière fois, tu acceptes, ça te fait plaisir, ou ça va dans ton sens ou pas dans ton sens, le verdict. Alors, par contre,
Allons jusqu'au bout. Et c'est ça la différence. Si tu n'es pas un démocrate, et c'est ça que je voulais dire, ça veut dire que tu n'acceptes pas les bases même de la société dans laquelle tu vis. Alors là, c'est autre chose. On est dans une révolution. C'est pour ça que je parlais de guerre. Le type dit la chose suivante. Non, mais je les ne pensais lois pas. que vous... Non, laisse-moi aller jusqu'au bout. Les lois selon lesquelles vous autorisez un type à insulter mon prophète, je ne les reconnais pas. Donc, j'applique ma loi. Ma loi, c'est de le tuer. C'est ça le cœur du truc. C'est pas ça le débat. Oui, c'est pas ça le débat. c'est ça le débat. Non, je pense C'est que pas ça le débat. si on réduit le débat à cela, On n'avance pas. On ne n'avance peut pas pas. discuter Mais oui. de savoir si on peut ou non insulter Voilà. une culture. Comme ça, c'est pas moi qui le Mais dis. attendez. Alors, je vais vous lire un document. Là, attends, laisse-moi. Alors, ça émane de l'Union des Juifs de France pour la paix. Progressiste. Pour la paix. 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 Ce sont des Juifs. Ça veut dire que- Donne des extraits. alors, je vous donne des extraits. Parce que Il dit ceci. le document est assez long. Comment la critique des religions pourrait-elle faire abstraction du rapport dominant-dominé? L'Occident domine le monde musulman. Critiquer les religions, cela se fait aussi dans un contexte, dans un moment politique qui n'est aucunement neutre à l'égard des musulmans. Les actes de Charlie Hebdo et les caricatures et les articles sont des actes et ont participé au développement de l'islamophobie en France. Ok? En quelque part, peu au prou. Bon, alors, Ce qui ne justifie nullement la barbarie, la truc, mais attendez, ce n'est pas si c'est problématique dire là. cela, Non. ce n'est pas approuver l'assassinat de la rédaction complète Non, mais de Charlie Hebdo. parlons de ça. Bon, sinon, Non. on est en train, tu me permets, on est en train depuis 8 jours d'instaurer une espèce de dictature d'une nouvelle pensée unique. Bon, j'ai entendu ce matin le pape condamner le fait que les unes et la dernière une de Charlie Hebdo pouvaient être considérées comme offensantes par le monde musulman. Par le musulman. Et ça ne le regarde pas. Non, Bon, mais attendez. bon, alors, Non, mais ceci étant. bon, le alors, pape- le pape a le droit, le pape n'a pas mais a je- condamné. Michel. Le pape a condamné l'acte Le de pape a terrorisme. parlé d'offense. Oui, mais c'est ça. On a le droit de se sentir offensé. Bon, ben, voilà. alors, C'est ce que- Attends, on a est-ce le que je peux- attends, est-ce que je attends, peux Eddie, parler de la culture deux secondes, martiniquaise Eddie. après, juste après. On a le droit de se sentir offensé. Eh ben alors. Oui, on a le droit de se sentir offensé. Il y a un cadre juridique. Oui, c'est ce que je dis. Je suis dans une république laïque. Dès lors, on introduit la notion de sensibilité religieuse. C'est fini. Ma laïcité, elle n'est plus une puissance. Elle commence à être fragilisée. D'accord. Alors- Eddie, on va vite, on fasse savoir Oui, non, rapidement. mais allons plus loin. Moi, je suis d'accord On est avec bref. ce que Gabriel dit. Parce que derrière tout ça, derrière ce qui se dessine, et Michel, je suis désolé, j'évacue. Non, Non, Michel. je n'ai- c'est une- Attends, c'est laisse-moi une forme finir. de terrorisme Mais non, mais intellectuel. attends, il y a pas. Attends, Michel, on je fait vais une te forme de laisser terrorisme parler. intellectuel. Michel, je te laisse parler. Michel, on fait un débat. Il faut. Tu deviens terroriste de la minorité, là. Non, ne faites pas là-dessus. Non, c'est délicat, on avance sur un Non, sujet. il y a un on va truc pas qui est faire- très important. Le temps est bref. Ouais. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une grande hypocrisie. Lorsque les Martiniquais chantent des chansons de Noël, ok? Et puis, au cas dit, ti Jésus tout ni, tu loïc dehors. Il n'y a pas d'offense là. Il n'y a pas d'offense. Non, il n'y a pas d'offense. Pour un catholique, le catholique va te dire, mais c'est normal. En gros, dis Pourquoi tu comment, parles- mais attends, Pourquoi imaginez tu parles pour les catholiques? Non, mais attends. Depuis quand tu fais quand tu sers Non, les catholiques, non, mais ça va, attends. c'est qu'il Comme parle. les catholiques n'ont jamais porté plainte. Non, mais dis, les Alors, catholiques ne disent non, rien. non, mais non. Attends, les catholiques ne disent rien. Ils n'ont jamais porté plainte contre la culture martiniquaise qui dit, à pas d'autres qui... Qui compare Joseph. Non, Michaud. Qui vient Qui dit Michaud, que qui est Joseph encaboulé, papa bon papa Dieu. bon Dieu, Non, ouais. je veux volontairement prendre ça sur le ton de la plaisanterie. Toi, de la Pour dire la chose suivante. Et Gabriel a raison. Cette histoire de domination, au bout d'un moment, ça tient plus la route. Ah bon? Non, je vais t'expliquer pourquoi, mais laisse-moi finir. Cette histoire de domination ne tient plus la route. Pour quelle raison? Ok? Maintenant, on est au Nigeria. On va y venir. Laisse-moi finir. Je suis désolé. Kimoun a dominé Kimoun au Nigeria. Ok? Donc, où est l'Occident dans la guerre que se livre Boko Haram, on va dire,
de la démocratie, entre guillemets, nigérienne. Entre guillemets, parce qu'on sait très bien que derrière tout ça, il y a des intérêts, etc. Ok, où est la domination? Laisse-moi finir, oui, Gérard, tu lances le débat, je finis. On a reçu un filet. Non, mais non, Gérard, il y a un moment, c'est trop important. Il y a des gens qui nous écoutent, ok? Il y a un type qui passe dans un village au nom de la religion, pas au nom du capitalisme contre... Non, au nom de la religion. Il prend 2000 personnes et il les découpe à la machette. Et il signe religion, ok? Voilà la réalité. Or, mais c'est pas la religion. Mais laisse-moi finir. Je dis la chose suivante. Si nous sommes libres et indépendants, tu sais pourquoi? C'est que nous nous sommes passés de la religion. Nous, en Occident, nous avons réussi cet exercice intellectuel hautement salutaire. Pendant des siècles, les gens se sont tués à cause de la religion. Et nous, en France, laisse-moi finir. C'est pas la définition de la laïcité. Laisse-moi finir. C'est pas la définition de la laïcité. Les gens se sont tués, les Occidentaux ont été tués des musulmans lors des croisades. Les musulmans ont massacré des gens dans le sud de l'Europe. Nous, Occidentaux, entre guillemets, ou non-Occidentaux, les gens libres d'esprit, ont réussi le tour de force de dire... Passons-nous de la religion. C'est pas ça. Tu m'interromps. Laisse-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Mais tu m'interromps. Les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Passons-nous de la religion sur le plan politique. Donc laisse-moi aller jusqu'au bout. Passons-nous de la religion sur le plan politique et de la gestion des lois de notre organisation. Laissons ça dans le secret et de la famille et de la cohérence globale de la société et ne nous mettons pas à gérer une société avec la religion. Mais ça, ma conclusion était la suivante. C'est pas les autres. Ma conclusion était la suivante. Donc, parce que ce principe que je vous ai décrit, qui est défini dans les textes, est clair, il fait le distinguo entre la sensibilité, la culture, la religion et la loi. C'est pas une question de sensibilité. Laisse-moi finir. Oui, on peut avoir une sensibilité culturelle. C'est pas non, attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je te laisse finir. Je voulais vous dire que ceci explique le soutien unanime que les membres d'une société démocratique doivent apporter à Charlie. Donc on peut être Charlie sans pour cela mettre un tricot, dire je suis Charlie et adhérer aux caricatures et tout ça. Donc là-dessus, on est d'accord. Il faut trouver un juste milieu sans rentrer dans une sorte de, comme tu le disais, de mode, pas de terrorisme, tu vois, peut-être trop fort. D'intégrisme. Non, c'est trop fort. D'intégrisme. Alors, les éléments du système démocratique, dont le trait premier est d'intégrer les contradictions, les contraires, dans un cadre qu'on accepte. Il faut vivre comme ça avec. Voilà ce que je voulais dire. Alors, la position des jeunes des banlieues est intéressante, je voudrais qu'on s'y penche un petit peu, comme élément de société. Alors, il y a ceux qui ont applaudi et puis qui ont fait l'apologie du terrorisme. Bon, il y en a une quarantaine déjà qui sont devant le tribunal. Ceux qui ne sont pas Charlie et qui n'approuvent pas les actes de terrorisme. Ouais. Ceux qui te disent les caricatures nous ont blessés, mais rien ne justifie ce qui s'était passé. C'est donc ça veut dire des fois c'est intégré. Pas intégriste. Et pas intégriste, absolument. Et il précise, on ne peut pas se mélanger avec ceux qui justifient les caricatures du prophète au nom de la liberté d'expression. Ce sont des citations d'une enquête faite auprès des jeunes. Alors, est-ce qu'en face de ça, on ne pourrait pas envisager de prendre ces types-là, que c'est une barbarie, de prendre ces types-là par la peau du dos, pour ne pas dire autre chose. Et puis se dire, on va faire un petit Patriot Act à la française. Qui c'est qui veut définir le Patriot Act? Non, c'est pas l'histoire du Patriot Act. Non, mais allons définir le Patriot Act. Tu as parlé de la réaction des enfants, de trois jeunes de banlieue. Charlie, pas Charlie. C'est une synthèse. Hein. Le débat, bon, moi, c'est pas ça. Tout dépend qu'est-ce qu'on met derrière être Charlie et pas être Charlie. Bon, ça c'est réglé, il n'y a pas de problème. On a vidé, à peu près. Mais les jeunes de banlieue, c'est marrant, parce qu'il y a de tout. Il y a de positions, de gêne, de justification et de rejet. Au niveau des États, c'est la même chose. Lors de la manifestation, il y a eu une cinquantaine de chefs d'État, de chefs de gouvernement, et voire des têtes couronnées. Ouais. Parmi les têtes couronnées, il y avait le roi de Jordanie. Ouais. Avec sa femme, la reine. Parmi les autres États représentés, il y avait les ministres. Il y avait les ministres des Affaires étrangères. Le Maroc était représenté par le ministre des Affaires étrangères.
Le ministre des Affaires étrangères du Maroc a refusé de participer à la marche, au motif qu'il y avait, dans la manifestation, qu'il y a des décès blasphématoires. Le Maroc est un État, il y a une religion officielle, l'islam. La Jordanie est une religion officielle, l'islam. 2 États musulmans, ayant 2 appréciations de la participation à cette marche. Et on veut chercher les musulmans lui font la même chose. Quel est celui entre la Jordanie et le Maroc plus légitime pour estimer qu'il y a blasphème, que sa présence est nécessaire ou pas nécessaire? Donc, la problématique qu'on va retrouver sur ces jeunes, le Patriot Act, comme tu dis, c'est déjà, regardons comment déjà, chacun apprécie les choses à son niveau et dans ses fonctions. Parce que le Maroc, pour que les gens comprennent la différence, pour que les gens comprennent, le Maroc, le roi du Maroc se définit comme le commandeur des croyants. Alors que le roi de Jordanie, lui, prétend être de la ligne de descendance directe du prophète. Tout à fait. Alors pour que les gens comprennent, est-ce que la France doit maintenant, parce que on va enquêter, on va procéder à des investigations pour savoir l'origine, la source de ces filières djihadistes et autres, est-ce que la France doit prendre le taureau par les cornes et puis prendre un certain nombre de dispositions qui ont déjà été accentuées? C'est la loi d'octobre, de novembre sur le terrorisme qui a été mise en œuvre, les cas d'application sont accentués, et puis vous savez, séparation dans les prisons, séparation des terroristes, entre guillemets, etc. Est-ce que la France va aller encore beaucoup plus loin et aller jusqu'à ce qu'il y ait un Patriot Act dont je peux donner en 4 minutes les éléments qui sont? Alors d'abord, c'est une loi qui a été prise aux États-Unis en 2001, après les événements de septembre, pour unifier et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés en vue d'intercepter et de faire obstruction au terrorisme. Alors, entre autres. Alors c'est impressionnant parce que ça permet de renforcer les outils de la CIA, de la NSA et de l'armée. NSA, c'est des communications. Ça veut dire la mise sur écoute, les perquisitions, la collecte. La mise de détention en secret sans la collecte de données personnelles, tout ça, le tout, sans justifier de l'existence d'une enquête et de l'intervention de la justice et d'une procédure. C'est impressionnant, d'ailleurs, il suffit de regarder Homeland, la série américaine, on va comprendre comment ça fonctionne. Il y a un film américain qui montre le cas d'un ingénieur d'origine arabe, égyptien, soupçonné, et puis qui a eu très bon film, qui a été torturé, et qui n'avait rien à voir avec tout ça. Ça a été donc revoté à plusieurs reprises, et ce Patriot Act va durer jusqu'à fin 2015. À l'évidence, pour nous, tout ça dessus, c'est considéré comme liberticide, ça veut dire porte-à-tête à la liberté. Et inefficace. Et en plus, inefficace. Ah bon. Alors je vous laisse parler. Allez-y là-dessus, 2 minutes, 2-3 minutes. Vas-y. Je voudrais dire ceci, c'est que, bien sûr, c'est inefficace, mais surtout, ça évite de poser le vrai problème. Me semble-t-il, la France est placée devant la question suivante. Tu as parlé tout à l'heure des jeunes de banlieue. Et on a glissé sur le roi de Jordanie. Le fond du problème, c'est que la France est confrontée à l'existence de 5 millions de gens originaires de ces anciennes colonies arabes, 1 million de Noirs, disons 4 millions et qui sont discriminés, qui sont marginalisés, et qui sont les premières victimes, d'ailleurs, de la crise économique et sociale qu'a subi ce pays-là. Okay? Et que c'est donc un terreau pour le développement, et ces gens-là sont attirés par le djihadisme. Tu l'as montré. Donc, le problème, c'est que si on veut lutter contre le djihadisme... Et les Français qui partent, les Français caucasiens? Eh bien, ils en font partie. Ils en font partie. Parce qu'il y a une désespérance d'une partie de la jeunesse. Dans les banlieues, ils vivent à peu près les mêmes choses, qu'ils soient arabes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient même français. Ils sont attirés par le discours radical. Un idéal, entre guillemets. Un faux idéal. Et simpliste parce que c'est le phénomène, on connaît ça, c'est le phénomène sectaire. Plus le discours est simpliste, plus il attire. Bon. Donc, le problème, c'est de savoir comment on combat cela. Il faut le combattre, à mon avis, sur le plan économique et social, mais aussi sur la question identitaire. Et je reviens à la question identitaire. Faut pas trop long. Il ne faut pas mépriser la culture de ces peuples. Voilà ce que je dis. Alors,
Oui, il ne faut mépriser personne. Mais il faut pas oublier, méprise la plusieurs, c'est pas. Il faut pas oublier. Attends, laisse Charlie. Il ne faut pas oublier que dans cette affaire-là, le terrorisme, puisque c'est le mot qu'on a choisi de garder pour globaliser, disons, ce qui se passe. Toutes ces manifestations extrêmes. Ce qui s'est passé en France et qui se passe aujourd'hui en Belgique. Tout à fait. D'accord? Oui. Bien. Qui peut se passer ailleurs. Le terrorisme est tout autant, sinon davantage, intérieur qu'extérieur. Ouais. Tu as fait tout à l'heure une sorte de différenciation entre les Arabes, les Noirs et les Français. Oui. Les Arabes, les Noirs et les Français dont tu parles sont pratiquement tous français. Oui, mais la carte C'est pas question, mais non, mais c'est pas question de Non, couleur. je voudrais que vous accélériez pour C'est que pas nous... une question de Je couleur. voudrais que vous accélériez parce que nous parlions de ce qu'a abordé tout à l'heure Eddy sur Boko Haram et puis le Nigeria. Nous sommes d'accord. Je voudrais que l'on finisse Attends, par ça. alors je finis sur ce que je disais. Ce terrorisme est intérieur. Et pour revenir au Patriot Act que l'on essaie Voilà. d'adapter à la France, c'est pour lutter contre les terroristes intérieurs, contre le terrorisme intérieur. Ce qui nous amène à ce que j'avais appelé un flicage accru, dont nous serons tous victimes. Oui, on est d'accord, mais... Non, mais je dis, c'est une des conséquences. Il faut dépasser la chose actuelle. Oh, on est d'accord. Et on va vers cela. La question est de savoir si ça peut fonctionner Alors, ou pas. La question de savoir si la population française dans son ensemble va l'accepter. Il y a déjà ça. Avec l'émotion, oui, on peut faire accepter ça. Aux États-Unis, les types qui ont voté ça, il y a des sénateurs qui ont avoué qu'ils n'avaient même pas lu. Mais bien sûr. Ils ne connaissaient pas. Tu as donné la signification du sigle du patrimoine. Tu as des sénateurs qui ont voté qu'ils n'avaient pas lu. Oui, c'est ça. Dans les périodes d'émotion ne sont pas susceptibles ne sont pas propices à la réflexion. Et Ouais. c'est pourquoi j'ai parlé de terrorisme intellectuel. Nous sommes d'accord. Il faut Là-dessus, prendre toi et des moi, on est d'accord. décisions à froid. Mais avançons. Eddy. Moi, il y a un élément qui me semble important, c'est de dire que Michel a raison quand il dit que le véritable problème, et je l'ai dit la semaine dernière, c'est d'abord un problème de justice sociale, est un problème de justice économique. D'accord. Tu es dans plein emploi. En plein emploi. De respect des identités. Ouais. Et de respect des identités. Eddy, continue. Là où je ne suis pas d'accord avec Michel, c'est dire qu'il y a un mépris de la culture. Oui. Moi, je dis la chose suivante. Donc, c'est d'ailleurs Non, mais Michel, ne parle pas. Je te fais pas ce coup-là. Moi, Je te déstabiliser. Non, mais pas moi, malheureusement pas moi. Il y a un élément qui est fondamental. Ce non-respect de la sensibilité des autres existe dans chaque société humaine. Dans chaque société humaine. Ce n'est pas l'apanage de l'Occident de se foutre de la gueule de l'autre. Et il y a quelqu'un qui l'a montré, c'est Lévi-Strauss qui dit la chose suivante. Lorsque les Espagnols arrivent en Amérique, les Indiens capturent des Espagnols pour savoir si ce sont des êtres humains et ils les plongent vivants dans l'eau pour savoir combien de temps ils tiennent. Ok ? Et les Espagnols font pire. Très bien. La peur de l'étranger et le mépris de l'étranger est de nature humaine. Donc, nègre pas meilleur qui blanc et nègre pas meilleur qui arabe. Tout le monde, par contre, effectivement, là où il a raison, c'est qu'une domination économique entraîne naturellement une espèce de condescendance qui confine souvent au racisme. Très bien. Mais il y a un élément qui est fondamental, c'est que tant que le gouvernement français, on est dans la France, tant que le gouvernement français n'aura pas compris, comme il le dit, qu'il faut non pas faire un Patriot Act, mais un plan Marshall des banlieues, il n'y aura pas de solution. Là, nous sommes d'accord. Après avoir semé la terreur au Nigeria, Boko Haram attaque le Cameroun. Le groupe contrôle le nord-est du Nigeria et il est très actif sur les zones frontalières avec le Cameroun. Vous voyez la carte au fond là-bas. Le Tchad et le Niger, c'est ça au milieu là. Boko Haram a semé la terreur dans le secteur de Baga, sur les rives nigérianes du lac Tchad. Il a lancé une attaque d'envergure lundi contre une base militaire à Kolofata, à l'extrême nord du Cameroun, où se trouvaient les troupes d'élite.
Le gouvernement camerounais a communiqué, il fait état d'un bilan de 143 terroristes de la secte criminelle Boko Haram qui ont été tués pour seulement un soldat camerounais décédé. Mais on n'a aucun bilan de source indépendante, ça va de soi. Et puis tout ce qu'on peut dire, c'est que les spécialistes disent que le Cameroun n'a pas d'armée. Donc quel bluff on est. Alors les combats ont été repoussés, a affirmé l'AFP. À l'AFP, non. A affirmé à l'AFP. Il n'y avait eu personne sur place, c'est ça qui me gêne. Tu parlais de la carence des journalistes. Un responsable du BIR qui est le bureau des le groupe le groupe islamique met en menace ses menaces contre le Cameroun, qui a participé aux frappes aériennes avec les forces, la coalition des forces. Dans une vidéo, Aboubacar Cheko a dit à Paul Biya, si tu ne mets pas fin à ton plan maléfique, c'est marrant, c'est Biya qui est maléfique, tu vas avoir droit au même sort que le Nigeria, tes soldats ne peuvent rien contre nous. Côté nigérien, le groupe est toujours présent à Baga. Il a attaqué le 3 janvier sur les rives du lac Tchad, comme j'ai déjà dit. Il y a des corps partout dans la ville. Il y a un témoin oculaire qui a dit qu'il a marché pendant des kilomètres sur des corps humains. Toute la ville empeste l'odeur de cadavres en décomposition. Le groupe islamiste a rasé entièrement la ville et une quinzaine de villages aux alentours. Quelques 20 000 personnes ont fui vers la capitale du comté, enfin de la circonscription. Et l'armée nigériane, considérée comme... l'armée nigériane, considère l'attaque contre Baga comme la plus meurtrière. Et depuis le début de l'insurrection, plus de 13 000 morts ont été causés par les barbares de Boko Haram en cet endroit de l'Afrique, au nom de la religion. Mais je suis d'accord. On va à la cadence. On est en pleine barbarie. Voilà. Alors, la Cameroun a promis de façon emphatique une riposte militaire, mais il n'y a pas un seul soldat à Baga. Toutes ces déclarations sur les soldats qui combattent pour reprendre Baga sont totalement fausses, disent les observateurs distants, parce que les observateurs arrêtent d'aller se faire kidnapper pour essayer d'assister à la tuerie entre nègres et entre sectes. Deux éléments intéressants, catastrophiques. 2 femmes kamikazes se sont fait exploser sur le marché, tuant 4 personnes à Potiskum. Et à Maï Duguri, une bombe placée sur une fillette de 10 ans a fait au moins 19 morts. 10 ans. La bombe a éclaté. Moi, je trouve ça inadmissible qu'au nom d'une religion, qu'au nom d'une conviction religieuse, on puisse faire ça. Et moi, ce que je trouve le plus inadmissible, c'est qu'il n'y ait pas une manifestation de 5 millions, 6 millions, 10 millions de personnes de Bastille à Nation, de la République à Nation. Laisse-moi finir ma phrase. Pour qu'on puisse réellement se battre au motif de quoi? Qu'on respecte l'évolution des peuples, ou bien alors qu'on est indifférent, ou qu'on est distant. Je trouve ça inadmissible et choquant. Voilà. Ça se passe en Afrique. Ça ne se passe pas en Occident. Alors, il y a quand même une réflexion qui me paraît importante. C'est que le Boko Haram est financé par une partie des Émirats. Oui. Ok, c'est ça la réalité. Le Qatar alors, a financé. On dit que c'est des forces privées du Qatar, que ce n'est pas l'État. C'est de l'argent du Qatar. Faut arrêter. Non, mais d'accord. Nous n'avons pas abordé ce sujet. Bon, donc. C'est même pas la peine de relever cette idiotie-là. Ouais. Donc, on intègre ça derrière, à mon avis, à la problématique générale de la guerre qui est menée entre, on va dire, l'ancien monde et le nouveau monde. Et il y aura d'autres types de déstabilisation, tout simplement parce que derrière tout ça, il y a une espèce d'enjeu mondial de domination économique. Et il va falloir y répondre, nous, citoyens, quelles armes nous avons? La seule, enfin, en tout cas ici, c'est le stylo et le micro. La seule arme que nous avons, c'est le stylo et le micro. J'ai même pas de stylo, j'ai une tablette, mais enfin c'est une image. C'est un symbole, j'ai mes doigts, j'ai ma pensée, j'ai ma liberté de penser et d'agir. Et continuons ici à essayer de ne pas faire du terrorisme. Soyons quand même en quelque part tous des Charlie à notre façon. Laissons justice s'exprimer, le progressiste faire ses caricatures. Et Dimanche faire son... Business news. Son business news, ou alors son people. Son people yol, avec des grosses fesses, etc. C'est la liberté de la presse. Et puis moi, de m'émouvoir et de dire que quand même... D'écrire quand même. D'écrire d'entier et de dire parfois des vérités, ou alors ici, d'avoir des insolences à l'égard de cette société endormie.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. À la semaine prochaine.